Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu un émissaire, son homologue comorien. Et dans l'actualité, toujours dans l'actualité nationale, Djibouti participe à la 8e conférence de la TICAD à Tunis. C'est dans l'actualité internationale et nationale que vous le verrez. Et enfin, au Pakistan, la mousson provoque plus de 1000 morts et détruit 1 million de maisons au Pakistan. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche en fin de matinée au Palais de la République un émissaire de son homologue comorien, M. Azali Assoumani, porteur d'un message de son président. L'émissaire reçu n'est d'autre que le ministre de la Culture, de la Pêche, de l'Environnement et du Tourisme et de l'Artisanat de ce pays, M. Ahmed Msidi. L'audience servit outre la remise de messages de cadre de l'évocation des relations bilatérales ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage. La République de Djibouti et l'Union des Comores ont un partage un nombre important de similitudes, dont un emplacement géographique propice à la pratique d'économies tirées à partir d'activités maritimes et projetant d'entériner ensemble des partenariats stratégiques de développement fondés, entre autres, sur l'instauration d'un niveau plus soutenu d'échanges et d'expertise. L'audience présidentielle accordée à M. Ahmed s'est déroulée en présence du ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, à l'issue de cet entretien avec le chef de l'État, le ministre comorien a indiqué qu'à la définition d'un canevas d'action et à la commission mixte paritaire précédente convenue entre les deux pays servira de fer de lance au processus visant à accroître la complémentarité de nos deux économies, a-t-il déclaré. Effectivement, porteur des messages de son Excellence le Président Azali Assoumani à son homologue, son Excellence le Président Omar Guelleh, je lui ai remis le message et c'était en même temps l'occasion de parler de nos relations fraternelles et amicales et d'évoquer les sujets liés à la coopération. On en a profité pour parler aussi de l'avenir de l'Union africaine, des problèmes qui se posent et d'anticiper sur des solutions sur les crises qui secouent un peu le continent. C'est la première fois que je visite Djibouti et je suis très impressionné par le niveau de développement du pays. On voit très bien un pays qui sait utiliser ses ressources pour se développer et qui maîtrise très bien ses relations avec le monde extérieur. Voici le propos du ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. Si, je crois que le ministre vous a indiqué qu'il était porteur d'un message adressé donc par le président Azali au président Guelleh et l'occasion donc de faire le point sur les questions régionales de paix, de sécurité, de stabilité, l'Union africaine notamment. Et ensuite, donc, les questions bilatérales ont été également au menu des discussions. Je crois qu'on est très optimiste par rapport à ces relations entre Djibouti et les Comores, puisque nous partageons une histoire commune. Nous avons beaucoup de similitudes, des petits pays. Nous avons des avantages comparatifs qu'on peut également échanger, exploiter, réfléchir sur les moyens, les voies et moyens de voir comment Djibouti et les Comores peuvent développer une coopération qui soit utile pour les deux pays. Il faut ajouter à cela le fait que nous avons, avec les Comores, établi déjà le cadre de la commission mixte. Ce dont on a besoin, c'est de mettre en place un modus operandi et nous allons y travailler incessamment. Direction la Tunisie, c'est hier qui s'est ouverte la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, plus connue sous le sigle la TICAD. Il s'agit donc du sommet Japon-Afrique 2022, né en 1994, qui atteindra bientôt ses 30 ans. 30 ans où le Japon, troisième puissance économique mondiale et institutionnelle, ses relations avec le continent africain. 30 années où le Japon maintient sa ligne directrice et son approche en termes de coopération avec les États africains. 30 ans d'engagement et de soutien avec les pays amis, notamment sur le plan du développement. 30 ans d'évolution depuis le début de la TICAD, d'ajustement et de perfectionnement dans la diversification des volets d'action définis avec les pays concernés. Plus qu'un pays donateur, le Japon est comme un partenaire pour tout l'ensemble de l'Afrique.
C'est dans cet esprit que le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a tenu à faire sa rentrée auprès de ses confrères Premier ministre et président de l'ensemble de l'Afrique pour représenter Djibouti, qui nous le savons tous est un pays ami du Japon. Dans ce monde sans cesse en mouvement et en mutation, la République de Djibouti, à travers la présence de son Premier ministre, tient à renforcer ses relations. Une forte délégation accompagne le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed à cette conférence de la TICAD qui s'est tenue à Tunis, dont le directeur du cabinet, M. Youssouf Aoulet Farah, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Haïbé, l'ambassadeur de Djibouti à Paris, M. Aïd Moussa Yahya, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ibrahim Bile, le diplomate de Djibouti auprès de l'Union africaine, M. Haroun Ali Asso. Sans transition, on marche cette première journée d'ouverture de la 8e édition de la TICAD à Tunis. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a rencontré son homologue de la Somalie, Hamza Abdi Barre. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir davantage les relations existantes entre la République de Djibouti et la nation sœur de la Somalie. On participé à cette rencontre entre deux premiers ministres, le directeur du cabinet du Premier ministre, M. Youssouf Aoulet Farah, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Ibrahim Bile, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et auprès de l'Union africaine, M. Abdi Haïbé Mahmoud, et l'ambassadeur de Djibouti à Paris, M. Aïd Moussa Yahya. Retour à Djibouti, où la sous-préfecture du 3e arrondissement, en collaboration avec la commune de Blaos, a organisé ce matin une réunion d'information et de sensibilisation concernant la lutte contre la drogue. Cette séance de vulgarisation a été présidée par le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma Ibrahim, et assisté par le vice-président de la commune de Blaos, le député de la commune de Blaos, le capitaine de la brigade de mœurs et des stupéfiants de la police nationale, les religieux ainsi que de nombreuses des femmes et des jeunes de la commune de Blaos. Rappelons que l'objectif de cette réunion est d'éradiquer la lutte contre toutes sortes de drogues auxquelles sont devenus accros les jeunes des différents quartiers populaires de la commune de Blaos. Écoutons à présent le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma Ibrahim. Organiser une réunion avec l'ensemble des communautés du quartier du 3e arrondissement. L'objet de cette réunion consistait à ce que comment lutter contre les drogues qui est devenu ces derniers temps un fléau très dangereux et que toute la jeunesse consomme. Alors en présence du Biti Ibrahim et du président de la commune de Blaos, et avec le chef de brigade des stupéfiants, était là avec nous. Et nous avons conclu que toute la communauté de notre quartier est prête à lutter contre ce fléau et qu'ils vont travailler avec le chef de brigade en le contactant directement. Et nous souhaitons que ceci disparaisse, Inch'Allah. Eh bien, notre équipe sur place a recueilli quelques réactions lors de la réunion d'information et de sensibilisation concernant la lutte contre la drogue. L'objectif de cette réunion consistait à comment lutter contre la drogue et la délinquance juvénile. Cette réunion a rassemblé l'ensemble des élites de la commune de Blaos, surtout les secteurs du 3e arrondissement, mais aussi les conseils de quartier, les sages, les associations et femmes actives de ce secteur. Tous ont témoigné la difficulté que la drogue préoccupe sur les jeunes, et c'est de façon unie que nous pouvons lutter contre la drogue, main dans la main. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la préfecture d'Arta a organisé hier la finale de la 30e édition du tournoi de football d'été d'Arta, dédié à la mémoire de feu Abdillahi Dirir. La finale opposait donc les deux meilleures équipes de la région, notamment l'équipe de RAR 1 à celle d'Arta. Une rencontre serrée et spectaculaire qui s'est soldée par une victoire précieuse et historique de l'équipe d'Arta, 3-2. Le match s'est déroulé sous les acclamations des tonnerres des supporters, mais surtout sous les regards des officiels et invités de marque. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, on pouvait noter également la présence du préfet adjoint de la région d'Arta, le conseiller du secrétariat d'État du sport, M. Mohamed Farah, le directeur des sports, le directeur des régions sport, la chef de service des sports,
les cadres de la direction des sports. Après le coup de sifflet final, les 22 acteurs ont été invités sur le podium pour recevoir de la main des officiels leurs trophées respectifs. Et en partenariat avec la préfecture d'Arta. Nous sommes très heureux du déroulement de ce tournoi. Et aujourd'hui, c'est la finale qui oppose entre l'équipe d'Arta et l'équipe militaire du RAR 1. Toutes les conditions ont été réunies. Nous avons eu l'appui constant du secrétariat d'État au sport, qui était notre principal partenaire. Mais nous remercions aussi à cette occasion l'état-major de la gendarmerie nationale pour leur appui sécuritaire. Je vous rappelle que ce tournoi est à sa 30e édition. On a commencé, c'est un tournoi historique. On a commencé les années 80, fin 80, début 90. Et jusqu'à là, je pense que ça s'est très bien déroulé. Donc voilà. Cette année, on a fait hommage au défunt Abdillah Drar Drer, qui était un ancien joueur de ce tournoi, parmi les premiers, et aussi depuis un certain temps qui était arbitre et membre du comité d'organisation, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Actuellement, nous sommes au terrain d'Arta, en présence du ministre des Sports, son Excellence M. Hassan Kamil. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, en collaboration avec la China Merchant Group, qui a aujourd'hui octroyé un don de vivres à plus de 300 ménages djiboutiens. L'événement s'est tenu à Zone Franche Internationale de Djibouti. Le changement climatique a entraîné des fortes sécheresses à Djibouti ainsi que de nombreux pays de l'Est, ce qui provoque des désertifications des terres agricoles qui est plongé au foyer dans une situation de précarité. Le dérèglement du climat pourrait en effet amputer la production agricole, en particulier dans les régions rurales qui souffrent déjà d'une insécurité alimentaire. Ces dons de vivres composés de farine, sucre, pâtes, huile vient alléger le quotidien de ces ménages de nombreuses familles. Était présentement des remises de denrées alimentaires, le chef de village de la localité de 23, PK20, M. Abdillah Roble, le directeur recrutement de l'autorité des ports des zones franches, M. Saïd Yassine Elmi, et de M. Xiao Wingshang, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine à Djibouti et du directeur adjoint de China Merchant Group en Afrique, M. Yong Munja. Et donc nous remercions à tous qui ont participé de près et de loin à cette organisation et cette distribution parmi les gendarmeries nationales. Donc nous remercions à notre personnel aussi, afin de faire partir de cette collaboration et de cette participation aux familles vulnérables qui ont été touchées par la sécheresse. A noter que cette distribution de vivres composés de farine, sucre, pâtes, huile et qui va alléger le quotidien de ces ménages à de nombreuses familles a été procédée par une sélection rigoureuse des personnes nécessiteuses. Ceci a été l'objet d'une réunion entre le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et les notables. Direction le nord où Tadjoura, situation après les pluies des saisons de Karma ou autrement dit Karan. Après une sécheresse sévère de plusieurs mois dans notre pays avec des conséquences dramatiques dans les zones rurales, mais grâce aux précipitations des pluies des saisons, la situation est en nette amélioration, comme vous le voyez sur mes images, avec un climat plus doux, la sécurité de l'accès à l'eau en abondance et à l'herbe qui commence à repousser. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti était en mission à Tadjoura et qui a constaté, qui a arrosé l'ensemble de Tadjoura, surtout la sous-préfecture de Dora, dans Mablo, Andaba et le secteur de Moussa Ali. Entre Dora et Balhou, la plaine de Doda, longue de plus de 45 km, égorge d'eau, comme vous le découvrez sur ces images tournées par notre équipe avec un drone. Depuis plusieurs mois, les arbres étaient sur le point de mourir, les pâturages avaient disparu, les familles nomades s'étaient déplacées ailleurs et pour certains vers l'étranger et pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, la vie revenait, les arbres sont verts, le fourrage a poussé à nouveau grâce aux pluies de Karma ou Karan dans cette plaine avec un bassin versant de plus de 16 600 km² qui constitue la plus grande réserve de pâturage.
Et comme je vous le disais, dans notre actualité nationale et dans notre reportage de ce soir, nous vous parlerons du corps des gardes-côtes, autrement dit la garde côtière, qui est responsable de l'action civile de l'État en mer. Il est chargé des missions de police maritime, lutte contre les trafics illégaux en mer, police de la navigation, de sécurité civile, mer, recherche et sauvetage en mer, ainsi que la mission de la sûreté et la surveillance des eaux territoriales et des côtes de notre pays. Création, la garde-côte a pour principale mission la sûreté et la surveillance des eaux territoriales et des côtes de notre pays. Dans ses prérogatives, la garde-côte est en première ligne pour porter assistance lors de situations d'urgence en mer. Elle porte secours aux embarcations et bateaux en difficulté sur les côtes maritimes ainsi qu'en haute mer. Durant la période d'été, la garde-côte djiboutienne reste constamment mobilisée et active son plan d'urgence d'assistance appelé Mer Sûre. Un plan destiné à secourir rapidement et mener une surveillance permanente dans toutes les zones maritimes de Djibouti. La garde-côte en période estivale active un plan appelé Mer Sûre qui consiste en une surveillance des stations balnéaires en plus d'une surveillance de 360 degrés de nos eaux territoriales. C'est dans ce cadre qu'une équipe de permanence alerte 24 sur 24, 7 jours sur 7 est mise en place. Pour mettre en œuvre ce plan Mer Sûre, la garde-côte mobilise des gros moyens. La garde-côte a mis en alerte des gros moyens avec 4 patrouilleurs d'intervention rapide. Les grands patrouilleurs P06 des plongeurs sont tous en alerte déployés en mer pour faire face aux risques et porter assistance. En effet, la garde-côte, dans sa mission de sauvetage en mer, a secouru durant ces 3 semaines des embarcations en situation de détresse dans la zone de mouillage des ports de Djibouti en direction des îles Moucha et Mascali et avait répondu aussi à plusieurs appels de détresse. Parmi les innombrables interventions menées par le service recherche-sauvetage de la garde-côte, on peut citer celui récent du 17 juillet 2022 dans la matinée en zone mouillage, d'où une embarcation commerciale transportant 15 passagers touristes. Un important dispositif composé des patrouilleurs de grande taille et des vedettes d'intervention rapide ont été déployés. À leur bord, des plongeurs professionnels. L'opération s'est déroulée dans des conditions difficiles car les vents du Khamsin soufflaient très fortement. Outre les gros moyens techniques, les nageurs de la garde-côte restent toujours mobilisés lors de l'activation du plan d'assistance d'urgence Mer Sûre et aussi un numéro gratuit 1500 opérationnel pour les appels de détresse. Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées caractérisées par la conjonction d'une mer agitée et des vents forts, la garde-côte déconseille à tout pratique, tout loisir ou de sortie en mer. C'est dans ce contexte qu'en période de Khamsin, nous souhaitons que toutes les sorties en mer doivent être notifiées par nos agents de la brigade de la garde-côte. La garde-côte djiboutienne retire son appel aux usagers de la mer à renforcer la vigilance durant cette période devant Khamsin qui rendent la mer dangereuse et inadaptée à la navigation. Et dans la page nécrologie de ce journal, nous venons d'apprendre le décès de feu Al-Hajj Mohamed Ismaël Assoué, survenu le 20 août à Liège en Belgique. Il laisse derrière lui son épouse, ses 9 enfants et 10 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, selon les autorités pakistanaises, plus de 33 millions d'habitants ont été touchés par les inondations comparables aux intensités de celles de 2010. Les inondations provoquées par les pluies des moussons qui ont débuté en juin ont désormais provoqué plus de 1000 morts au Pakistan, selon le bilan publié dimanche 28 août par les autorités nationales de gestion des catastrophes. Au cours des dernières 24 heures, provoquées par les pluies de mousson qui ont débuté en juin ont désormais provoqué plus de 1000 morts, selon le bilan publié aujourd'hui 28 août par l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Au cours des dernières 24 heures, 119 personnes ont perdu la vie, portant le bilan à 1033 personnes, tandis que des fortes pluies continuaient de s'abattre sur certaines parties du pays.
plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur 7, ont également été touchés par des inondations et près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées selon le gouvernement. Et dans la page sport, Liverpool a ridiculisé Bournemouth et égale le record en Premier League, 9-0. Liverpool a écrasé Bournemouth 9-0 pour enfin signer le premier succès de sa saison lors de la 4e journée. Après 2 nuls et un revers à Manchester United pour lancer cet exercice, les Reds ont renoué avec le succès. Il n'y a pas été avec le dos de la guerre. Avides de retrouver le sourire, les hommes de Jürgen Klopp ont explosé littéralement Bournemouth, humilié 9-0. 9-0, Liverpool égale ainsi le record du plus grand écart de l'histoire de la Première Ligue et son un but de Mo Salah, maladroit hier soir. Ces démonstrations de puissance permettent de faire taire quelques mauvaises langues dans le royaume après ces débuts de saison manqués des Reds. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.